nécessaires ont fait que des sommets mondiaux se sont réunis, et encore en ce moment à Bonn, le 23e sommet mondial en cette matière, pour réunir et intégrer de plus en plus les préoccupations des conséquences de la production d'énergie et la production elle-même. Cette transition-là est fondamentale et elle doit nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles, politiquement, nous intervenons pour faire en sorte que les choix qui sont faits, que nous pouvons impulser, soient des choix qui permettent justement de lutter le plus efficacement possible contre le dérèglement climatique. Et au moment où j'arrive, avant d'aborder la liste du temps, une dernière chose, la situation est très préoccupante sur le plan de l'approvisionnement électrique en Belgique, puisqu'on me fait comprendre que nous pourrions être en rupture d'approvisionnement électrique. Et d'ailleurs, l'accord de gouvernement qui sera mon cahier de charge jusqu'à la fin de cette législature, qui prend fin en mai 2019, prévoit que si l'approvisionnement électrique le requiert, le gouvernement peut très bien planifier autrement la sortie du nucléaire telle qu'elle a été organisée en 2003 par la loi de sortie du nucléaire que vous voyez apparaître sur la petite ligne du temps que vous avez devant vous. En effet, en 2003, il a été décidé dans ce pays de sortir du nucléaire et de faire en sorte que toutes les centrales nucléaires, tous les réacteurs nucléaires arrivés à l'âge de 40 ans depuis leur mise en service industriel, arrêtent de produire de l'électricité, sortent du système de production d'électricité de notre pays, et qu'à tout le moins, donc, cette sortie se ferait à l'échéance, évidemment, des 40 ans, suivant la mise en service industrielle de chacun de ces réacteurs. Nous en avons 7 en Belgique, où l'un ou deux sont des réacteurs qui fonctionnent ensemble, et la puissance installée totale est de 5920,8 MW. Nous allons sortir du nucléaire en 2025, toutes ces unités, et en réorganisant récemment, je vais y venir, la planification de cette sortie, nous avons créé d'énormes débats sur le nucléaire. Donc c'est la première question, ou une des questions, que vous avez ciblées dans l'incertitude de la route de la transition tout à l'heure, cher professeur. Alors, 2003, donc, c'est clair, c'est net, on sort, et tout ce qu'on fait à ce moment-là, c'est de prévoir un plan de délestage. Et donc, je viens d'en parler, moi j'ai été confrontée directement à l'existence d'un plan de délestage, c'est-à-dire la possibilité d'éteindre certaines parties du territoire pour faire l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, sachant que nous n'aurions pas à tout moment l'électricité dont nous avons besoin. Et ça m'a intriguée profondément, je me suis renseignée abondamment, j'ai quand même pas mal étudié, ce n'est pas ma matière de départ, je n'ai pas les connaissances que vous avez tous ici. J'ai donc compris qu'il fallait que j'assure la sécurité d'approvisionnement du pays, non seulement pour les entreprises, mais pour les consommateurs, et qu'il fallait que je propose au gouvernement de planifier la sortie du nucléaire d'une manière différente et d'utiliser la capacité de l'accord du gouvernement, de prolonger, comme l'avait fait le gouvernement précédent, une unité nucléaire, d'où l'un ou deux, en faisant en sorte qu'au lieu de sortir en 2015, à l'âge de 40 ans depuis sa mise en service industriel, elle sort beaucoup plus tard, dans 10 ans, c'est-à-dire en 2025. Donc le cap de 2025 serait respecté, mais on a étalé la sortie du nucléaire. D'ailleurs, le précédent gouvernement a fait la même chose, puisque pour les mêmes raisons, Tianjin a été prolongé au-delà de 2015, l'âge de ses 40 ans, jusqu'en 2025. Alors, on voit qu'en France, aujourd'hui même, des déclarations ont été faites par Nicolas Hulot sur la planification de la sortie du nucléaire et la révision de cette planification. Ça montre donc qu'il y a un gros souci en termes d'approvisionnement, ou en tout cas de réflexion sur la manière de substituer la sortie d'unités dans notre système par d'autres, et que n'a-t-on pas entamé ces réflexions dès 2003. Tous les gouvernements qui ont pris les responsabilités depuis lors sont responsables de cette situation, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous entamons la réflexion fondamentale du pacte énergétique, où les régions et le fédéral s'associent pour trouver la solution qui permettra de se conformer à l'encadrement légal et réglementaire de la sortie du nucléaire en 2025, ce qui représente en puissance installée et en production plus de 50% de notre production d'électricité en Belgique.
Alors, en ce qui concerne le paquet énergie-climat, j'y reviens quand même quelques instants. En même temps, nous devons faire face à des objectifs que nous devons atteindre dans le cadre de l'Union européenne. Donc pour 2020, je me limiterai à cela, et peut-être que dans les questions nous viendrons plus tard aux échéances suivantes, mais pour 2020, en 2008, nous avons conclu en Belgique de faire en sorte que nous ayons 13% d'énergie renouvelable dans le mix électrique belge à l'horizon 2020, de 13% sur la consommation finale brute des habitants de ce pays. Pour faire ça, évidemment, il fallait que le fédéral et les régions s'accordent. Pourquoi? Parce que les différentes réformes institutionnelles de ce pays ont réparti les compétences entre le fédéral et les régions. Le fédéral s'occupe de tout ce qui doit nécessiter un traitement égal pour tous les citoyens de ce pays. Donc les grosses installations de production d'électricité sont dans le domaine du fédéral, y compris évidemment renouvelables par les éoliennes offshore en mer du Nord. Pour les régions, ce sont les productions renouvelables que sont les panneaux photovoltaïques et les éoliennes onshore qui forment la partie renouvelable avec la biomasse, avec d'autres possibilités qui sont développées par les régions. Et tous ces résultats doivent s'agréger sur un chemin avec le fédéral et les régions pour atteindre ces 13%. Donc nous avons fait un accord en 2015 et nous avons décidé sur un chemin que nous avons évalué en millions de tonnes équivalent pétrole, de façon très précise, entre les 4 niveaux de pouvoir, pour atteindre ces 13% d'énergie renouvelable. Et le fédéral a réussi, par la négociation avec les 3 derniers parcs éoliens, 9 parcs éoliens devant voir le jour d'ici 2020 pour une puissance installée de 2200 MW en mer du Nord, le fédéral a conclu le 27 octobre dernier, avec les 3 derniers parcs éoliens, un soutien très diminué, mais qui permet justement de remplir ces objectifs-là. Et donc, dans tout ce que je viens de vous raconter, déjà, vous avez les 3 éléments fondamentaux auxquels on est confronté continuellement sur cette route, et que j'ai appelé la triangulation du cercle, c'est-à-dire suffisamment d'approvisionnement électrique, d'une manière conforme à notre environnement et de manière à respecter nos engagements internationaux en la matière, et faire en sorte que l'approvisionnement donc soit fiable et que nous puissions compter sur un système robuste qui nous fournisse à un prix abordable pour le consommateur, dernier élément, l'énergie nécessaire. Alors voilà 2015, le burden sharing, ça s'appelle comme ça, c'est l'échange des efforts entre les régions et le fédéral pour atteindre des objectifs qui nous sont fixés par l'Europe dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Nous prenons cet accord, nous l'avons traduit depuis lors en texte juridique et il est actuellement presque au vote des 7 parlements de ce pays. Alors 2017, c'est l'année dans laquelle nous parlons. Et c'est l'année où, après avoir attendu 14 ans, la Belgique va enfin se doter d'un pacte énergétique, c'est-à-dire une réflexion de fond dans les compétences des uns et des autres, régions et fédérales, pour trouver de quoi substituer la sortie du nucléaire en 2025 par un mix énergétique qui n'est pas un mix énergétique que l'on peut décréter. Je crois fondamentalement que le mix énergétique est aussi et avant tout, malgré ce qui est dit par M. Hansen et ce qui sera donc sans doute dit par M. Ernst, est aussi et avant tout le résultat du marché. On ne décrète pas un changement, on ne décrète pas des investissements dans le cadre d'un changement, on donne des lignes directrices, on essaie de montrer vers le sens vers lequel on veut aller, mais on est toujours suspendu à la question de fond qui consiste à se demander si les investissements vont suivre et si les investissements qui fonctionnent sur la loi du marché vont s'installer sur notre territoire et trouver les moyens financiers de se rémunérer dans le système où nous nous trouvons. Raison pour laquelle, à certains moments, nous avons dû, et nous continuons à le faire, soutenir certaines énergies pour qu'elles puissent être présentes dans notre mix énergétique. Et ça, ce sont des choix qui ont été faits, mais qui ont automatiquement une conséquence sur la facture du consommateur. Je prends l'exemple, je reviens à l'exemple des parcs éoliens en mer du Nord. C'est valable aussi pour les panneaux solaires, c'est valable aussi pour les éoliennes onshore. Toutes les énergies renouvelables qui, d'une part, par leur variabilité, ne permettent pas d'obtenir une énergie constante, sont évidemment injectées par
parce que politiquement on va vers un mix de plus en plus propre, sont injectées les premières dans nos réseaux. Eh bien, quand il n'y en a pas, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Nous devons pourvoir, et nous le faisons avec d'autres sources d'énergie. Entre-temps, elles sont là, il faut que les investissements rapportent, et donc si effectivement l'énergie qu'elles produisent ne leur permet pas de couvrir ces investissements, il faut, puisque c'est un choix, soutenir financièrement par les consommateurs, tous les consommateurs que nous sommes, ces énergies, et ça se traduit dans votre facture sur le soutien, donc toutes les cotisations de soutien aux énergies renouvelables, 30% environ de votre facture. Ce qui a donné, par trop de générosité et pas suffisamment de sagesse dans une transition que certains voulaient très rapide, des bulles financières dans nos régions, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, par exemple pour l'installation des panneaux solaires dans les quelques années antérieures. Et ce que nous avons voulu éviter au niveau fédéral, c'est précisément cela. C'est pour cette raison que nous avons négocié durement et que nous avons obtenu un prix de soutien pour les 3 derniers parcs éoliens offshore qui est pratiquement celui que l'on retrouve en Hollande et qui est obtenu par le biais de marchés publics cette fois-ci, à savoir un prix de 79 € le mégawattheure. Alors ce prix contient le prix variable de l'électricité et le soutien qui vient chaque fois le compléter pour atteindre ce coût moyen de l'énergie produite. Alors, le fédéral a fait d'autres choses dans ses compétences, sachant que la transition est en route et sachant que les réseaux se transforment, nous avons évidemment pris en compte l'avènement de plus en plus important, l'efflorescence marquée des énergies renouvelables dont la variabilité vous est bien connue, et pour pouvoir les utiliser le mieux possible, c'est-à-dire profiter de l'énergie qu'ils produisent et parvenir à l'utiliser au meilleur moment, il faut évidemment essayer de développer un maximum de solutions de stockage. Au niveau fédéral, dans nos compétences, nous avons donc pris récemment, en juillet 2017, la loi flexibilité, donc ce que nous avons appelé la loi Flex, qui permet de libérer, ou en tout cas de faire en sorte que le cadre légal permette le plus possible de solutions de stockage, y compris des solutions de stockage innovantes, celles qui viendront à l'avenir, de grande ampleur en lien avec le réseau central. C'est-à-dire que l'énergie intermittente injectée dans le réseau central peut être amenée, à un moment donné, c'est déjà le cas maintenant, à être stockée pour pouvoir être utilisée au meilleur moment. Cela va donc aider évidemment notre système, cela va aider à l'utilisation et au développement des renouvelables et à la production d'une énergie plus propre. Donc, nous avons également tenu en compte la gestion de la demande dans cette loi flexibilité, c'est-à-dire la possibilité de valoriser les économies d'énergie faites sur le réseau central. Et ces économies d'énergie faites sur le réseau central, elles existent déjà par le biais d'Elia, qui travaille avec de grosses entreprises qui, à certains moments, acceptent de diminuer leur consommation d'énergie, et donc, par cette économie, valorisent un équilibre du réseau et valorisent également dans leur portefeuille l'économie d'énergie qu'elles font et qui permettent ainsi au réseau de s'équilibrer en tout temps. Cette gestion de la demande, nous la voudrions jusqu'au dernier carat, c'est-à-dire jusqu'au consommateur. Le consommateur est tout à fait en mesure, celui qui produit déjà de manière décentralisée de l'énergie par le biais, par exemple, de panneaux solaires, pourrait être en mesure de valoriser une meilleure efficacité énergétique à travers une économie d'énergie, par l'efficacité énergétique de son bâtiment, par la production autonome de l'énergie créée par des panneaux solaires qu'il aurait installés, et d'autres possibilités comme la biomasse, par exemple, de telle sorte que cette gestion de la demande du consommateur pourrait être valorisée à travers les réseaux, les GRD, les agrégateurs, et enfin au niveau du réseau central, puisque seul Elia doit garder la compétence sur les marchés. C'est ce que nous avons écrit dans cette loi. Donc, le fédéral a voulu prendre le taureau par les cornes et lancer en avant la possibilité de jouer sur la flexibilité et le stockage, à charge maintenant pour les régions
de se doter d'un cadre réglementaire qui le permette également. Nous avons donc conclu avec les parcs offshore, je l'ai dit. Alors nous avons les objectifs de 2020, dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur lesquels je vais revenir un peu, qui concernent la diminution de gaz à effet de serre à hauteur de 20%. Pour la Belgique, c'est 15%. Donc chaque pays européen a des pourcentages différents en fonction des négociations et de l'historique énergétique de chaque pays. 20% de renouvelables pour 2020, c'est 13% chez nous. 20% d'efficacité énergétique et 10% d'interconnexion. Voilà les défis que nous devons réaliser. Alors, quelques mots sur le MOG. Nous avons également pris une législation sur une prise en mer, c'est-à-dire la possibilité par un nœud électrique de raccorder des parcs éoliens offshore en Belgique et également à l'étranger. Donc dans les mers territoriales qui nous entourent, dans la mer territoriale anglaise, hollandaise, danoise, allemande, il y a des parcs offshore qui ont vocation un jour à être interconnectés entre eux, notamment par le biais de ce genre de système, raison pour laquelle nous avons par une loi permis qu'Elia développe ce type de solution en mer du Nord. Les 3 derniers parcs dont j'ai parlé devront nécessairement, la loi le prévoit, se raccorder à cette prise pour amener l'électricité qu'ils produiront sur la terre belge. Je pense avoir fait le tour, je terminerai par le pacte énergétique. Nous avons eu l'occasion d'interroger tous les stakeholders dans le cadre de ce pacte énergétique, car nous voulions faire participer un maximum de techniciens et de joueurs, comme on le dit en anglais, dans le marché de l'énergie, pour avoir leur retour et pour essayer d'avoir le pacte énergétique le plus adapté et le plus robuste possible. Nous avons également lancé une consultation publique qui s'est terminée le 5 novembre dernier vers les citoyens et nous avons reçu de leur part plus de 45 000 réponses. Il y avait des questions avec des réponses à choix multiples, mais il y avait aussi des questions ouvertes et elles ont été largement utilisées par le public. Nous sommes en train de les analyser pour les implémenter dans notre réflexion. Nous espérons arriver avec le texte commun aux 4 niveaux de pouvoir fin décembre, ce qui permettra également à des scientifiques, c'est ce que nous voulons, de se pencher sur ce pacte énergétique pour nous aider à en faire le monitoring à l'avenir. Le but étant de ne pas produire le énième papier sur la transition énergétique à travers un texte ronflant. Ce n'est pas ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que ce texte soit une base décrétale et légale pour les 4 pouvoirs impliqués dans ce travail d'une part, pour toute la société d'autre part, et qu'elle soit checkée et contre-checkée dans le cadre d'un monitoring tous les 2 ans par une instance technicienne indépendante avec des retours auprès des exécutifs et des parlements qui contrôlent l'action de ces exécutifs. J'en terminerai par là jusqu'à présent. J'aurai certainement l'occasion de répondre à vos questions qui seront, je n'en doute pas, nombreuses et de réintroduire peut-être l'un ou l'autre élément que j'aurais oublié parce que je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. C'est déjà fait, merci Bertrand. mais j'ai suivi l'exemple de M. Ancel. Je me suis dit, il a le crachoir, je l'ai, je fais ce que j'ai à faire et j'essaierai après de me rattraper modestement en étant très bref dans les réponses. Merci de votre attention. Damien. Aucune
on n'a jamais choisi vraiment entre un modèle libéralisé et un modèle, on n'est pas dans un modèle libéralisé, totalement libéralisé, et on n'est plus non plus dans un modèle régulé. Et je pense que vraiment en termes de politique énergétique, ce qui est surtout important à faire, c'est de faire un choix entre ces deux modèles. Pour moi, le modèle régulé parfait, je le vois dans le monde, c'est la Chine. Je la trouve qu'elle avance extrêmement bien en termes de développement énergétique. Vous voyez deux réalisations formidables de la Chine, c'est ces réalisations dans le domaine du renouvelable. Dans le nord de la Chine, dans le désert de Gansu, vous avez une ferme éolienne qui va faire près de 20 000 MW en 2020. Vous la voyez sur Google Maps. C'est des éoliennes à perte de vue, même sur Google Maps. Et c'est aussi un pays qui développe un formidable réseau électrique, avec vraiment des réalisations techniques que même nos géants européens, comme ABB, comme Siemens, ne savent pas faire. Il y a des multiterminales ici qui sont construits, qui sont de superbes réalisations. Donc par rapport à la Chine, par rapport au fait qu'elle a su vraiment utiliser aussi ce modèle régulé pour développer une vraie industrie électrique, comme on a su le faire dans l'Electrabel en Europe, elle est en train de construire des monstres technologiques qui vont vraiment régardiser, en fait, je pense, l'industrie européenne. Et puis on peut se demander, bon, je ne pense pas qu'on reviendra vers ces modèles régulés en Europe. Je pense qu'il y a plus de chances pour balancer, qu'on balance vraiment vers des modèles plus libéralisés. Et je vais juste établir sur 3 points, en fait, qui permettraient vraiment de verser dans un monde électrique purement libéralisé. On ne sait pas vers quoi ça conduira, mais on peut penser, espérer en tout cas, que ce serait pour un monde meilleur. Et quelles seraient les 3 actions principales à faire dans l'Europe? La première, c'est la fin complète de tous les subsides pour le renouvelable. Complète. À la limite, taxons le gaz, taxons le charbon, mais plus du tout de subsides pour le renouvelable. Le renouvelable, en fait, même dans des pays comme la Belgique, si vous regardez l'éolien, c'est quelque chose qui est parfaitement dans le marché. On a un LCOE de 65-70 euros par mégawattheure. C'est la même chose pour le gaz, c'est sans doute même plus pour le nucléaire. Donc il n'y a plus de raison, en tout cas si vous croyez à l'économie de marché, il n'y a aucune raison encore de subsidier le renouvelable. C'est quelque chose qui est dans le marché, c'est quelque chose, le fait de le subsidier, ça appauvrit énormément de sociétés. C'est des milliards en fait qui partent dans des subsides, qui n'apportent plus rien, et je pense même qu'ils appauvrissent tout le secteur industriel, de par le fait que ce sont des entrepreneurs qui sont transformés avec ça en des mangeurs de subsides et qui ne réfléchissent plus vraiment à des solutions techniques qui pourraient développer pour gagner dans un vrai marché libéral. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'on doit agir urgemment. Deuxième chose, c'est l'introduction de compétition dans le secteur électrique de la distribution et de la transmission. Les Chinois, ils arrivent à innover, ils ont fait des projets fantastiques technologiques. Les compagnies européennes, avec la manière dont ça se passe avec les régulateurs, ne sauraient jamais le faire. Vous ne sauriez jamais le faire en Europe. Faire des réalisations comme elles sont faites en Chine, avec le contexte régulatoire européen, vous ne savez pas le faire. Le contexte régulatoire, ça veut dire faire approuver le projet par un régulateur qui vous donne un retour sur investissement garanti sur un projet. J'ai même l'impression que le fait, en fait, de ne pas faire, de ne pas avoir libéralisé ce secteur-là, conduit à énormément d'erreurs d'investissement dans le domaine de la transmission. Madame la ministre parlait par exemple de ces prises en mer du Nord, chouette objet technologique, mais est-ce que c'était vraiment le meilleur moyen pour relier à bas de prix des parcs éoliens au continent européen? Je n'en suis pas sûr du tout. En plus, dans le domaine de la transmission, le manque de compétition fait en sorte qu'il n'y a aucune innovation, ou très peu d'innovation, ça va trop lentement. Si vous regardez les diminutions des prix au niveau des éléments de la transmission d'électricité, au nom existant, regardez les diminutions des prix qu'il y a eu dans les secteurs hyper compétitifs de la production, enfin des machines pour collecter les énergies renouvelables, les
les éoliennes, les panneaux solaires. Il y a eu une compétition, les prix ont baissé. Pas de compétition en fait dans le domaine de la transmission, retour garanti, modèle de cost plus, pas de baisse de prix, pas d'innovation. On n'innove plus du tout. Donc pour la transmission, je pense qu'il faut vraiment ouvrir ce secteur et faire en sorte, en tout cas, que la majorité des investissements maintenant se fassent de manière privée dans un environnement compétitif où on ne laisse plus du tout la main au système opérateur européen. Au niveau de la distribution, c'est la même chose. On a parlé, M. Hansen a parlé de micro-réseaux. Les micro-réseaux peuvent être comme une manière en fait, de favoriser la compétition au niveau de la distribution. Vous pouvez très bien imaginer avoir un quartier en fait, où les gens s'arrangent en fait, entre les compteurs entre eux pour gérer leur réseau. Ils n'ouvraient par exemple qu'une seule connexion au réseau électrique principal. Ce genre de... Si demander à des petits entrepreneurs de le faire, des sociétés innovantes, je pense que ça coûtera nettement moins cher que de demander à un DSO de gérer ce réseau-là. Et je prends le simple exemple du comptage en fait, de l'électricité avec des smart meters au niveau résidentiel. Si vous demandez à des DSO de le faire, ça va vous coûter 300-400 € par compteur. Je suis persuadé que je peux trouver en 15 jours en fait, des entrepreneurs qui vous font un système de comptage smart meter au niveau en fait, résidentiel pour un quartier, un ensemble à 100 €. Et ils seront capables de déployer ces solutions en moins d'un mois, alors qu'il va falloir encore attendre des années pour que ce soit possible au niveau d'ISO. Parce qu'il n'y a pas que les compteurs, il y a la plateforme aussi informatique pour collecter ces données, ils doivent travailler au niveau d'appel d'offres dans un contexte régulé. C'est un désastre complet, et je pense que tous les DSO ici, il y en a, sont d'accord par exemple de dire que leur exemple phare de plateforme informatique pour collecter des données des consommateurs, Atrias, est un projet qui n'avance pas, qui coûte beaucoup trop cher. Manque de compétition, aspect régulé, faire en sorte que vous ne progressez pas, pas de technologie, pas de diminution des coûts dans ce secteur. Et le troisième point, c'est le point le plus, je veux dire, sur lequel on pourrait être fâché le plus au niveau de la libéralisation, mais c'est le problème de la sécurité d'approvisionnement, de ce problème d'adéquation. En fait, il n'y a pas de problème de sécurité d'approvisionnement, il n'y a pas de problème de sous-capacité dans un réseau électrique si vous poussez la logique de libéralisation. Vous avez choisi un fournisseur, le fournisseur il est en déséquilibre, okay. Vous êtes coupé, on diminue automatiquement votre consommation d'électricité, quelque chose qu'on peut faire à l'heure actuelle avec des compteurs intelligents. La technologie est là. Donc vous pouvez pousser en fait cette logique de la libéralisation pour résoudre en fait, ce problème de sécurité d'approvisionnement. Et je suis persuadé qu'en la poussant, ça conduira à énormément de solutions originales. Par exemple, un kit pour brancher en fait, pour exploiter le générateur de votre voiture, pour alimenter votre maison en électricité quand votre fournisseur en fait, n'a pas acheté assez d'électricité pour vous, ou d'autres solutions qui permettraient aussi de développer un vrai tissu industriel actif autour du développement de ce genre de technologie. Voilà. Je m'arrête là. Bon, moi j'ai été dans le temps. J'ai récupéré du temps. Bon. Eh bien, je vous invite tous les trois à venir autour de moi, à côté de moi. Passons maintenant à la partie débat. Alors, on va forcément un petit peu dépasser, elle aussi, le temps prévu, mais je vous rassure,
pour ceux qui se lèvent très tôt le matin. Je suis très compréhensif pour eux, donc je ne tirerai pas en longueur. Je propose qu'à 21h15, on mette vraiment le gong final pour final. Je vais fonctionner, puisque Damien Ernst a terminé sur une note de libéralisation totale, moi aussi sur une note très libertaire. Je vais donc prendre en compte les messages les plus likés pour orienter le débat. Je vais l'orienter sous les trois axes qui ont été présentés au début, le mix énergétique, les réseaux de distribution et puis le modèle économique. Bon, tout ça se mélange un petit peu parfois, mais enfin on va essayer de rester chaque fois dans chaque partie. Je propose de commencer, puisque les questions les plus nombreuses portent sur la question du mix énergétique par ce pilier-là. Et singulièrement par le nucléaire, puisque vous posez la question du nucléaire. C'est comme ça, c'est ce qui a le plus de succès. Je suis en train de regarder si ça a changé un petit peu. Attendez, je suis en train de... parce que c'est la première fois que je suis ça. Alors... peut-être pas le nucléaire directement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, oui. Voilà la question, d'après moi, d'après le programme plutôt, la plus likée. Elle vient de François, qui est professeur. François David. L'après 2025, qui est co-organisateur aussi, quelle solution énergétique pour garantir des niveaux de sécurité d'approvisionnement satisfaisants en Belgique? C'est évidemment une question très large. Et je vais peut-être l'ajouter à cette question qui est très liée et qui concernait peut-être plus le nucléaire. Je vais la regarder. Voilà, et l'actualité, ça j'aime bien. En quoi la déclaration d'un ministre français, le célèbre écologiste Nicolas Hulot, sur la possibilité de réduire significativement la part du nucléaire à l'horizon 2025 peut-elle impacter la position des écologistes belges? Alors c'est pas ça, c'est plutôt la déclaration de Nicolas Hulot, puisqu'il y en a eu d'autres, sur laquelle je voulais avancer, sur la part du nucléaire dans l'après 2025 et dans le mix énergétique. Il y en a d'autres, je vais essayer de les trouver au fur et à mesure de la discussion qui concerne le nucléaire et le mix énergétique. Madame la ministre, vous en avez fait un point essentiel de votre exposé, donc j'aimerais peut-être commencer par vous et être clairement précis. Est-ce que ce qu'a fait Nicolas Hulot, c'est de remporter l'échéance française de modification du mix énergétique, 75% de nucléaire vers les 50%, ils l'avons repoussé? Est-ce que chez nous aussi, en Belgique, la sortie du nucléaire est appelée à être repoussée? Est-ce que ce soir, vous pouvez nous donner des choses un peu plus précises? Alors, elle l'a déjà été. Et encore? Ah oui, encore. Eh bien, a priori, le cadre légal de 2003 va être respecté et nous conformons à ce cadre légal pour sortir du nucléaire en 2025. Bien entendu, le défi est de grande taille, puisque c'est un effet mûr que l'on aura devant soi à partir de 2022, puisque Zoom 3 va sortir en 2022, Tihange 2 va sortir en 2023, et tout le reste en 2025. Donc, c'est une question à laquelle nous réfléchissons avec les régions. Je leur pose d'abord la question de savoir quelles sont les énergies renouvelables qu'elles veulent déployer sur leur territoire en fonction de la consommation probable des habitants de ce pays dans les années à venir, sachant que c'est dans leurs compétences et que je ne peux pas empiéter dans leurs compétences. En leur disant, quand vous m'aurez donné une réponse, je pourrais faire en sorte d'imaginer combien, par exemple, de centrales à gaz je devrais développer sur le territoire de notre pays pour fournir correctement, de façon suffisante, la consommation de ce pays, aussi bien résidentielle que les entreprises. D'accord, on va donner la parole à Damien Ernst, et j'ai rajouté dans les questions que j'affiche et j'essaye d'afficher au fur et à mesure de la discussion des questions qui les concernent. L'après 2025, non, ça c'était déjà fait, excusez-moi, j'essaie de retrouver les choses. Ah oui, quel mécanisme bloque la transition pour avoir une plus grande part à 5 ans de la fermeture du nucléaire? Et donc, toujours sur cette place du nucléaire dans le mix énergétique après 2025, ou d'ailleurs avant. Quand je viens à la question sur le nucléaire, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Je l'ai déjà dit à Madame la ministre, ça m'énerve. Comment on sait que ça ne marchera pas en 2025?
Nicolas Hulot l'a compris aussi. Oui, il l'a compris. Et politiquement, aucun n'ose le dire clairement. Vous n'osez pas le dire clairement, je suis pas sûr que vous pensez que ça ne va pas marcher. Il n'y a rien de pire en termes de politique énergétique, il n'y a rien de pire que de ne pas partir d'un mondialisme. Si vous voulez que ça passe au niveau de sécurité d'approvisionnement en 2025, il vous faut construire à peu près 3 gigawatts de centrales au gaz. Ça veut dire que vous devez faire passer une loi pour légiférer sur un nouveau marché de capacité. Personne ne va investir là-dedans. Ça passe au maximum en 2018. Il va falloir 2 ans pour que l'Europe dise oui ou non la loi passe. Vous êtes en 2020. 2020, ok, le cadre légal est là. Les gens doivent boucler leur financement pour monter les dossiers, boucler leur financement. En 2021, pour le permis environnemental, 2022-2023, minimum 4 ans pour la construire, 2027. Ah voilà, on n'est pas en 2025. Il n'y a pas de solution pour ça. Deuxièmement, c'est faux de dire, et là je pense que Nicolas Hulot a eu le courage de dire, qu'on est capable à la fois de sortir du nucléaire en 2025 et de diminuer en même temps nos émissions de gaz à effet de serre. C'est impossible. Ou alors, on a une petite position en disant oui, mais l'électricité qu'on apporte, c'est du zéro carbone en fait. Ah, c'est ça, parce que en fait, c'est beaucoup plus. Alors, c'est un peu, je respecte les engagements, mais je reporte le problème sur le. Pour moi, ce n'est simplement pas possible. Donc, je trouve que. Je sais que personne ne veut la remettre dans un gouvernement, mais je trouve que dire, voilà, le diagnostic, c'est ça. Il va nous rester 3 gigawatts. On va commencer à négocier avec les travailleurs pour les 3 gigawatts, dans quelles conditions, des choses comme ça. Ça va permettre de faire leur prolongation dans de meilleures conditions, des meilleures conditions de sécurité nucléaire. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun déshonneur à le faire et je trouve ça sensé. Bien, là c'est clair. Alors vous prenez tout de suite le micro, je vais peut-être passer la parole à. Jean-Pierre Ancel. Mais gardez votre réponse. Hein. Je sais que Jean-Pierre Ancel adore cette question. Je la pose aussi. Allez-y, Jean-Pierre Ancel. J'adore la question, et comme lui, je répète la même chose, mais depuis plus longtemps que lui. En l'occurrence, depuis 30 ans, et ça tient à ceci. C'est quand la quasi-totalité des pays occidentaux se sont lancés, depuis les années 60, dans le nucléaire de grande taille. Ils l'ont tous fait en disant, et en faisant entendre, que c'était un investissement de temps très long. Beaucoup plus long que ce qui avait été jusque-là les grands investissements de long terme, en l'occurrence les hydrauliques. Pourquoi? Parce que d'une part, les centrales elles-mêmes sont longues, 40, 50, 60 ans dans leur période d'exploitation, mais surtout parce qu'il y a en aval de ces centrales la problématique du traitement des déchets. C'est donc des investissements de temps très longs. Au passage, il est évidemment ridicule d'espérer que le marché va déterminer les bons investissements nucléaires. Par contre, qui est le maître des horloges en dernier ressort? L'État. Toujours. Il est pour vos retraites, il est pour votre sécurité sociale, il est pour votre système d'enseignement, il est pour la justice, sur tous les systèmes de temps long, le maître des horloges, le dernier ressort, c'est l'État. Et donc c'est l'État qui doit décider. Voilà. D'accord. Madame la ministre, de mieux en mieux. Eh bien, pour l'instant, le point sur lequel nous réfléchissons, c'est de se conformer au cadre légal. Alors, je vais être tout à fait direct avec les interlocuteurs. Il y a évidemment, et depuis longtemps, une hypocrisie complète sur la question du nucléaire. Donc, ne vous imaginez pas que je ne m'en rende pas compte, et je ne suis pas la seule dans le domaine politique à penser la même chose. Le seul problème que nous ayons, c'est que les réformes institutionnelles de notre pays font qu'aujourd'hui, les compétences sont morcelées. Et à partir du moment où vous avez plusieurs joueurs, vous devez mettre tous les joueurs d'accord, surtout dans une optique de pacte interfédéral, pour aller dans une direction ou dans une autre. Et les régions, pour l'instant, ne manifestent pas, c'est le moins que je puisse dire, ne manifestent pas une tendance à aller dans le sens de, pas de la vérité, ce serait brutal et tout à fait imparfait, mais en tout cas de voir les choses telles qu'elles sont. Hein.
et de se dire, voilà, techniquement, moi je dois assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'ensemble du pays. Chaque fois que je leur pose la question, parce que nous jouons ensemble et nous sommes responsables à égalité sur une ligne horizontale, chaque fois que je leur pose la question, que voulez-vous faire en production d'énergie, je n'ai pas de réponse. Et à partir du moment où je n'ai pas de réponse, je ne peux pas avancer dans la constitution d'une réponse commune, puisque j'ai besoin de savoir, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'elles veulent pour l'ensemble des habitants qui habitent sur leur territoire. Et on me répond, eh bien, toi, c'est la sécurité d'approvisionnement, donc tu n'as qu'à décider. Désolé, je décide, nous décidons. Oui, d'accord. Et donc l'horloge, dont parlait Jean-Pierre Ancel, l'État décide en dernier recours. En l'occurrence, il ne décide pas. Il faut dire tant que les quatre ne se sont pas mis d'accord. On n'est pas encore en voilà. Non, c'est vrai, on a encore un petit peu de temps pour voir le Canada sous sa femme. D'autres questions sont arrivées toujours sur le nucléaire, et puis on passera à d'autres questions liées au mix énergétique. Je vais reprendre. Voilà l'explication. Pourquoi vouloir sortir du nucléaire alors que de nouveaux réacteurs permettront d'avoir des déchets moins dangereux et durant beaucoup moins longtemps? Et puis, qu'en est-il des innovations nucléaires? Pourquoi doit-on se priver d'une technologie de réacteurs moins polluants et plus sûrs? Damien Herz. Je ne suis pas spécialiste des technologies nucléaires, en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est qu'en Belgique, on a un super projet. C'est un super projet qui est ce réacteur Mira. Je trouve que c'est une beauté technologique. C'est des réacteurs intrinsèquement sûrs, pas de déchets nucléaires. Et en plus, ça permet de brûler les déchets nucléaires qui existent, plutôt que de les enterrer pour des milliers de millions d'années dans des couches géologiquement stables. Moi, je trouve qu'en termes aussi de politique énergétique, soutenir le développement de ces technologies-là est hyper important, parce qu'en plus, on a une carte à développer, à jouer en termes de développement économique dans le domaine du nucléaire et la possibilité de garder en Belgique une expertise dans ce domaine. On ne peut pas, en fait, le nucléaire, je pense qu'il y a plein de technos, on ne peut pas comme ça maintenant couper complètement toute une génération avec tout un tissu industriel actif dans ce domaine-là. C'est beaucoup trop difficile à construire par la suite pour l'expertise. Le gouvernement, qui en est conscient, soutient ce projet. D'accord. Jean-Pierre Ancel, ce projet-là, à hauteur de ECK, c'est quoi, 60-70 millions d'euros par an. On est dans cette zone-là. Moi, je pense que c'est des choses tellement importantes technologiquement qu'on pourrait y aller à de l'ordre de 250 millions d'euros. Au lieu de passer, je ne sais pas la vie pour le SCK, le seul contact que j'ai eu avec lui, il m'avait problème au téléphone suite à l'interview. Mais donc, parce que ça permettrait, par exemple, ce serait vraiment une vraie solution aussi pour l'enfouissement des déchets nucléaires, puisque c'est un dossier, on s'est constaté plus important, on va choisir le site. Donc voilà, on se trouve d'heure, on n'y arrivera pas sur ce dossier-là, on joue la carte de la technologie, on développe le mien. Alors, concernant les déchets nucléaires, ce gouvernement, dans son cahier des charges, a prévu de prendre une décision qui est en train de se forger. Et nous avons demandé à l'ONDRAF de s'entendre avec l'Agence fédérale de contrôle nucléaire pour procéder étape par étape dans un dossier, monsieur le professeur, qui s'étale sur une centaine d'années au moins. Alors, il faut se hâter lentement. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, pour revenir à Mira, nous avons un soutien financier pour ce projet et le gouvernement a décidé de doter la structure du SCK-SEN d'un représentant de haut niveau qui est chargé de parcourir le monde pour chercher également des financements complémentaires. Alors, peut-être on va passer le micro à Jean-Pierre Ancel, peut-être encore rester de toute façon dans le mix énergétique, mais je suis en train d'essayer de trouver des questions tout à l'heure, je les voyais, sur, voilà, il y en a une ici, est-ce qu'elle apparaît? Est-ce que vous la voyez apparaître? Parce que je ne suis pas sûr de bien maîtriser tout le monde. Et maintenant? Ah oui, mais tiens, quelle place pour le biomasse dans le mix énergétique? Un projet pour Paris central de 150 mégawatts-hours semble en passe d'être mise au frigo par le gouvernement wallon. Mon signal dans le contexte de sécurité d'approvisionnement, point d'interrogation.
Tiens, Jean-Pierre Enseigne, la biomasse, ça vous parle? Non, ça ne me parle pas vraiment, pour être franc. Ça ne me parle pas vraiment. Je veux dire que c'est un peu important. Quand les deux affaires, on a considéré la possibilité d'en faire, on en a fait d'ailleurs. Mais c'est un moyen de production qui est discutable quant à ses fondamentaux. La biomasse vient de où? Du bois, du Canada. Et donc c'est un sujet, oui, important, si on peut dire, intéressant à discuter, qui ne me paraît pas concourir de manière significative à la solution des problèmes que nous évoquons. Et j'avais un petit point pour Madame la Ministre: s'il y a bien quelqu'un qui comprend très bien les problèmes d'empilement institutionnel que vous avez évoqués, Madame la Ministre, c'est le président du comité de pilotage du RER. Voilà, donc vous êtes pareil. Je compatis, je vous rejoins dans ce constat. Peut-être sur la biomasse. Oui. Très rapidement, la planète, c'est 155 000 TWh d'énergie par an. Si vous voulez générer ces 155 000 TWh avec une forêt, si vous avez une forêt, il vous faudrait, très bien placé, une forêt amazonienne qui produit beaucoup en fait, de masse végétale. Il vous faudrait une forêt qui couvre l'Afrique, l'Amérique du Sud et les États-Unis. Ça n'a pas de sens. C'est maximum du 0,2-0,3 watts par mètre carré, la vitesse avec laquelle ça convertit l'énergie du soleil en énergie chimique. Des panneaux photovoltaïques dans les endroits bien exposés, c'est 40 watts par mètre carré. Personne ne peut utiliser, on observe de l'ordre de 400 fois plus efficace en termes d'utilisation du sol avec des panneaux photovoltaïques. C'est un non-sens en fait de développer une filière biomasse au-delà de la filière biomasse basée uniquement sur les déchets. Alors, et pendant que vous allez répondre, je donne deux questions qui vont dans le sens du cas de la prise de décision sur le mix énergétique, et en l'occurrence la place du nucléaire par rapport aux autres énergies. Celle de Jean-Philippe Ducart nous dit « Le pacte énergétique ne résout donc rien, point d'interrogation. Et puis, ne faudrait-il pas recentraliser certaines compétences, dont celle de l'énergie, pour avancer efficacement ?» Alors, un petit mot quand même sur la biomasse. Donc, la biomasse individuelle, ça peut être très intéressant et ça peut permettre des solutions d'autoproduction et de participation au réseau qui soient tout à fait efficaces. Mais à grande échelle, je partage l'avis qui a été exprimé et je suis donc content que les deux grandes régions, Flandre et Wallonie, aient abandonné les projets en cette matière. Alors, concernant le pacte énergétique, bon, moi j'aime bien les grandes phrases définitives, mais nous sommes le 8 novembre. La fin du mois de décembre verra, je l'espère, le pacte énergétique se finaliser entre les quatre niveaux de pouvoir. Et donc, j'espère aussi que ce pacte, dont c'est la finalité, résoudra les questions essentielles de notre transition énergétique. Ce n'est pas seulement de notre mix énergétique, c'est de notre transition énergétique. Concerne ne faudrait-il pas recentraliser les compétences, eh bien, c'est comme un monstre du Loch Ness. Ça revient tous les X, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les conférences ou autres, où on se dit est-ce que ça a du sens que des politiques comme la politique climatique ou la politique énergétique, qui sont par essence internationales, soient morcelées en termes de compétences politiques et d'action politique sur un petit territoire comme la Belgique, entre 4 niveaux de pouvoir, 3 régions et le fédéral. Le fédéral, qui au passage, je le signale, n'a plus de territoire dans cette question. Nous n'avons que des structures, des unités, des grosses unités de production et des politiques comme les prix, la sécurité d'approvisionnement, les interconnexions également, les relations avec l'étranger. Donc tout le reste doit être réalisé sur les territoires des régions. Alors évidemment, est-ce que c'est mieux d'avoir procédé à ces différentes réformes institutionnelles en donnant des compétences à des régions et de voir maintenant la difficulté de l'empilement institutionnel? Probablement non, mais c'est un fait et je dois faire avec et j'essaie de travailler avec. Encore juste peut-être là-dessus, Damien, est-ce que vous êtes un grand sceptique du pacte énergétique? Non, pas tellement, je n'ai jamais dit que j'étais un grand sceptique du pacte énergétique. Disons que sur Facebook, j'ai cru comprendre que vous étiez très sceptique. Voilà, vous êtes
dans des choses comme ça. Allez, je vais répondre pour revenir en gaz la première question. Moi, si quelqu'un me dit, dans le pacte énergétique qui est sorti du nucléaire en 2025, et qui nous a parlé de 3-4 feuilles, une étude très simple, la finance sur les sécurité d'approvisionnement, émissions de CO2 qui est convaincant, je trouve que c'est quand même venir avec un document qui met déjà un certain tabou sur une question qui est quand même très importante dans le développement de systèmes énergétiques. Donc, je ne dis pas que ce sera mauvais du tout, je dis qu'en tout cas, j'espère que les différents ministres auront au moins l'honnêteté intellectuelle de venir avec 4 pages, en fait, qui décriront, dans le pacte énergétique, vraiment le plan de sortie nucléaire. Il n'y a rien de pire, je suis d'accord que ce n'est pas très populaire de dire qu'il faut continuer le nucléaire, mais il n'y a rien de pire quand vous avez un problème, de nier le problème. Vaut mieux discuter, dire voilà, écoute, on n'y arrivera pas, et puis après on anticipe. C'est vrai, c'est ce que vous faites de la technologie. Je pense que pour connaître quand même Madame la ministre, on va discuter avec. Je pense qu'en tout cas par rapport à ce réaliste de la sortie du nucléaire, c'est sans doute la plus honnête de la bande. Vous pouvez venir de quelqu'un qui va faire des critiques. Alors, je vous propose de passer le micro à Jean-Pierre Ancel et passer sur une autre question sur le réalisme de certaines décisions, mesures, mais on sort un petit peu du mix énergétique pour aller aussi sur les questions de réseau. Comment peut-on à la fois dire qu'il y a un risque de blackout par défaut d'approvisionnement, mais 2, promouvoir la voiture électrique par une fiscalité avantageuse, 3, se battre péniblement pour substituer des centrales nucléaires par du renouvelable, 4, faire la chasse au diesel et pousser vers l'essence qui produit plus de CO2, 5, vouloir limiter les gaz à effet de serre qui trop embrassent mal étreint, ne courtons pas trop de lièvres à la fois. Jean-Pierre Ancel. Et évidemment qu'une seule question en devant 5 heures. Dans une autre vie, j'aurais dit devant ce même auditoire, et il y a plus d'équations, qu'elle a connu d'équations. Oui, mais je rejoins très, très fort Damien sur un principe en tout cas simple et qui me paraît sain en plus, c'est dans le domaine énergétique, comme dans d'autres, mais essentiellement, je crois qu'un déni de problème n'est pas une solution. Un déni de problème n'est pas une solution, quel qu'il soit. Vous l'avez évoqué dans une sorte, pardonnez-moi, de liste à la Prévert, mais c'est assez bien illustratif, cette phrase-là. Votre liste est très bien. Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça? Et alors, on revient sur ce que Damien disait au début, il y a dans le fond 2 grands paradigmes dans les secteurs électriques, et un des 2 a une petite variante. Le premier paradigme, c'est je choisis, moi politique, un système qui est sans concurrence, régulé, monopolé. Prendre un exemple au hasard, les Chinois, tu l'évoquais. C'est pas l'option qui a été prise. L'autre option a été de dire je dois, moi, Europe, introduire de la concurrence. Et c'était vrai. On était arrivé à un moment où une certaine concurrence pouvait être introduite. Mais au niveau européen, et tous les gouvernements nationaux ont suivi, à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire pour que ça marche. Voire parfois, on a fait à peu près chaque fois l'inverse. Si on avait introduit une concurrence sous une autre forme, celle que j'ai essayé d'esquisser, les choses auraient probablement été différentes. Je l'ai dit, je l'ai redit, j'ai plaidé à cette époque, en 99-2000 en tout cas, et un peu avant, avec un insuccès total, bien entendu. Et au niveau européen, ce n'est pas la forme qui a été retenue. Au départ, les Anglais, comme je l'ai dit, pragmatiques, ont dit oui. C'est finalement la puissance publique qui doit déterminer le mix énergétique. Madame, je pense que la puissance publique doit déterminer ce mix. Ce qui ne veut pas dire qu'elle le réalise de manière bien léniniste. Elle le réalise par le marché. Elle fait des enchères pour une grande centrale nucléaire, pour une connexion en mer, pour de l'éolien, pour du solaire. Et à ce moment-là, la vérité du marché va se révéler comment? Par la valeur de l'enchère. Le marché se réalise par l'enchère.
proposition supprime tout mécanisme de subsidiation presque par définition. Si on continue un instant dans la voie esquissée de manière à la fois séduisante et provocante par Damien, et dans le fond, si on allait jusqu'au bout d'une économie de marché parfaitement néolibérale. Je peux, Bertrand, je vais vous passer la parole une seconde là-dessus après. Il y a pas mal de questions qui vont intervenir sur le modèle de marché. Mais tant que vous êtes lancé, je ne vais pas vous interrompre. Ça a une logique et une cohérence aussi. Il n'a pas répondu à la question. Pas tout à fait. La question parce que je ne vois pas comment répondre à une seule prévère. Mais Damien, oui. Il y a juste un point. Donc c'est vrai que c'est plein d'objectifs en contradiction. Hein, donc c'est quand même beaucoup. Hein, parce que vous voulez décarboner et puis en même temps dénucléariser, c'est pas facile. Hein, donc il faut être choisir l'un ou l'autre, ou dire la priorité. Néanmoins, souvent, moi, c'est pas un objectif contradictoire, c'est développer en fait les voitures électriques et aller vers le renouvelable. Parce que je pense que là, le développement des voitures électriques, même si on pousse la logique à 100%, ça va donner 20 TWh de consommation plus d'électricité engagée, si elles sont bien intégrées dans le réseau, c'est une source de flexibilité gratuite, immense, et je pense que ça diminuerait en fait le coût d'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Donc au moins sur ce point-là, je pense que vous pouvez aller à des véhicules électriques et faciliter le développement du renouvelable. Et avant que la ministre ne réponde, une question qui est vraiment dans le ton de ce que l'on est en train d'aborder. La voiture électrique est requise dans la transition énergétique. Donc vous voyez, Damien, s'il y a au moins un ingénieur qui est d'accord avec vous, tant qu'à donner des voitures de société, ineptie belge qu'aucun gouvernement n'a le courage de régler, bon, ça c'est entre parenthèses, ne pouvons pas défiscaliser uniquement les électriques pour décarboner le transport et régler les flux énergétiques avec ses capacités de stockage pilotables. Marie-Christine Marguerite. Bon, tout d'abord, concernant les transports, donc les transports et résidentiels sont des domaines où nous pouvons faire énormément d'économies en termes de diminution de gaz à effet de serre. Pour les habitations, c'est l'efficacité énergétique, une isolation efficiente des bâtiments. Et pour les transports, c'est la décarbonation des transports. Alors, ou bien ça se fait par le biais de véhicules électriques, mais on sait bien que pour les camions, ce n'est pas adapté, ou bien ça se fait, que dire du transport fluvial et du transport aérien, ou bien ça se fait par le biais du gaz comprimé ou du gaz liquéfié. Et donc ça, on ne doit pas se centrer toujours dans les discussions seulement sur l'électricité, il faut penser aussi aux capacités du gaz, à sa flexibilité, sa souplesse, qui permettent et dont les réserves sont encore importantes, qui permettent justement de trouver des solutions intéressantes en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième question... Concernant les voitures électriques, donc, directement. C'est sur la défiscalisation, et bien oui. Donc, nous sommes en train de réfléchir, et c'était une question très récente entre les 4 ministres dans le cadre du pacte, c'était de dire qu'il faut anticiper fiscalement l'intervention en la soutenant d'autres modes de déplacement qui sont plus compatibles avec notre environnement, un environnement plus propre, en réfléchissant donc à ce sujet. Alors c'est vrai que le gouvernement fédéral a lancé une réflexion en disant voilà, ce qui représente l'avantage d'une voiture de société peut être utilisé d'une autre manière, et donc la valeur financière peut être utilisée librement par l'utilisateur, mais bien entendu, il y a toujours l'impact cotisation sociale. On sait très bien que c'est une manière aussi de fournir du revenu en échappant à la charge complémentaire de cotisation sociale. Mais vous avez vu que nous avions fait également des efforts via le cash shift en diminution de la charge sur le travail. Donc tout ça se met en route, il faut un certain temps pour l'implémenter, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce sont de très grosses masses financières, et il faut bien penser que les cotisations sociales sont une des voies fondamentales d'alimentation de la sécurité sociale. La pyramide des âges incite à être très prudent dans notre pays, à être très prudent en ces matières. Alors, Damien, prenez le micro s'il vous plaît, des questions qui concernent. Alors cette fois-ci, on va aller toujours plus vers le transport, le stockage d'énergie, puisqu'on parlait de voitures électriques. Pensez-vous que l'utilisation des batteries des voitures électriques pour réinjecter dans les réseaux lors des périodes de pointe pourra être une réalité dans 5 à
en 10 ans, 15 ans? Et puis dans la même suite, quelle position du fédéral, on reviendra alors là plutôt sur les questions politiques, sur le stockage local d'énergie, quels incitants, quelles régulations? Et donc là, on parle bien du stockage, en partant d'abord des voitures électriques. En fait, ça pourrait être fait en 2 ans si les gestionnaires des réseaux de distribution étaient plus rapides pour installer des smart meters qui intégraient en fait le consommateur final dans le marché de l'électricité. C'est pas un problème si les batteries des véhicules électriques, faire en sorte que la batterie puisse s'injecter sur le réseau. Non, c'est un problème lié au fait que ça n'avance pas sur l'intégration d'achat domestique dans les marchés d'électricité. Il y a énormément de points qu'il faut résoudre, des points techniques, comment adapter les modèles régulatoires pour que ça ne cause pas de suspension, des conditions sur les réseaux de distribution, d'installer des smart meters, toute l'infrastructure informatique pour collecter les données. Et ça n'avance pas. Les Chinois ont installé 300 millions de smart meters. On est toujours en train de se demander, on va le dire, si on va mettre des Blinky ou autre chose, en fait. Sans compter le dossier à Trinas, c'est parce que la presse ne s'est jamais intéressée à ce dossier à Trinas. Je le prends pour moi. C'est un dossier de scandale, en fait. L'inefficacité et le gaspillage public. Je note. Alors, Jean-Pierre, je vais peut-être prendre le micro, notamment puisque ici on parlait donc du stockage, et je vais afficher une question qui, à partir du stockage en tout cas, parle des smart grids et des réseaux de distribution. Pourquoi alors les smart grids et la transition énergétique, la Belgique se retrouve bien en retard par rapport aux autres pays européens, l'Italie, la France, l'Allemagne, participants, alors que la technologie est là? Est-ce que vous vous sentez bien à la pointe numérique smart grid pour répondre à ça? Oui, non, je réfléchissais, je posais d'ailleurs plutôt la question à la mienne. Est-ce que la Belgique est tellement en retard par rapport à d'autres pays du point de vue du développement des smart grids ou des réseaux communautaires? Oui, le vrai, je ne sais pas trop. Je n'ai pas d'indicateur chiffré numérique qui permettent de le dire. Non, je ne sais pas. Je crois que c'est en tout cas une voie vers laquelle il faut aller. Damien l'a évoqué tout à l'heure, et il a raison, mais je l'évoquais aussi en disant attention quand même, on reviendra peut-être dans la discussion sur les formes de marché, attention quand même à ne pas avoir, je veux dire, une communautarisation, c'est-à-dire le développement des services et de matériel à disposition d'une petite communauté ou de petites communautés qui sont susceptibles de les payer et de bien les gérer, au détriment du reste d'une communauté, du reste d'une communauté nationale par exemple, ou régionale, c'est-à-dire une fin du concept de service public de réseau. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y tiens beaucoup. Et qui d'ailleurs conduit à beaucoup d'autres suggestions, comme par exemple, je crois que la ministre a évoqué, un changement de qualification du réseau, des choses de ce genre. Madame la ministre, il y avait donc de toute façon la question de ces smart grids d'abord et du retard pris par la Belgique sur d'autres pays. Je ne suis pas convaincue que la Belgique soit plus en retard nécessairement que d'autres pays. Je crois que ça commence à venir un peu partout, en tout cas pour ce que j'en connais en Europe de l'Ouest, avec des vitesses un peu différentes, mais pas fondamentalement différentes. Il y a des expériences qui sont lancées en Flandre, qui vont se généraliser assez bientôt. Il y en a quand même l'une ou l'autre en Wallonie, mais à petite échelle, vous avez raison. Et en ce qui concerne le fédéral, pour ce qui est des réseaux intelligents, il est évident que des applications de ce que peut être un réseau intelligent existent déjà, je l'ai cité tout à l'heure, puisque nous l'avons encadré légalement avec la loi Flex en matière de gestion de la demande sur le réseau central. En ce qui concerne maintenant le stockage à petite échelle, quand on pense le fédéral ne peut pas penser quelque chose dans des compétences qui ne sont pas les siennes. Et donc le stockage à petite échelle est typiquement de la compétence régionale, raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que les régions devaient se doter d'une législation ou de décret qui soit à l'image de la législation fédérale sur le stockage, la possibilité d'organiser le stockage à une petite échelle, y compris l'échelle du consommateur individuel, sur le territoire des régions.
C'est pas si compliqué que cela, et je me vois encore en train de proposer à Christophe Lacroix, avant que la majorité régionale wallonne ne change, de travailler avec lui pour l'aider à la rédaction de ce décret. Alors, Damien Ernst, une question, puisque vous êtes entre les deux, c'est bien, prenez le micro. Pour monsieur, ah oui, je vais l'afficher d'abord. Pour monsieur Damien Ernst, un des challenges de la transition énergétique est la sécurité d'approvisionnement. Comment l'assurer dans un marché libéral de l'électricité si les moyens technologiques sont là? Est-ce que les capitaux privés le sont aussi? Dans un marché complètement libéralisé, il n'y a plus de problème de sécurité d'approvisionnement. Les gens qui sont chez, comme je les expliquais, les gens qui sont chez le nouvel fournisseur sont coupés de leur consommation d'électricité et limitée pendant les périodes de carence en approvisionnement d'électricité. Et ça s'arrête là. C'est la logique libérale à l'extrême, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le problème d'investissement dans les marchés. Et on a un gros problème, c'est qu'une des raisons pour laquelle on a libéralisé en fait, le secteur, c'est qu'on pensait que la libéralisation allait conduire à de meilleurs investissements, des investissements plus justes en production. Ça a été débattu comme ça. Et donc, en gros, ça allait générer un meilleur signal de prix qui allait driver en fait, des investissements, qui allait conduire à meilleurs investissements. Et c'est tout l'inverse qu'on a vu. C'est tout l'inverse. Là, on n'a plus vu un signal de prix conduisait naturellement à des investissements sains. Donc en fait, quand vous observez ça, vous pouvez dire maintenant, toute la réflexion qu'il y a eu pour la libéralisation des marchés, l'avantage qu'on leur donnait, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Alors ils vont vous dire, quand vous discutez avec des gens qui font des marchés, oui, mais regarde tout ce qu'il y a à court terme, la short term dispatch et tout ça, ça marche vraiment bien. Mais ça marchait super bien avant, quand c'était complètement régulé. C'était des problèmes qui étaient très très bien étudiés par les ingénieurs électriciens. Ils réglaient ces problèmes-là parfaitement bien. Voilà. Alors on arrive dans le dada de Jean-Pierre Ansel. Sur la sécurité d'approvisionnement, très ponctuel. Je vais peut-être un peu provoquer, mais je crois que la sécurité d'approvisionnement, ça n'existe pas. Est-ce que vous vous souvenez de quand date le dernier grand blackout en Belgique? 2006. Manuel? Voilà, août 82. 82 c'est une année, mais août 82. Août. Les machines tournaient, elles étaient disponibles sans aucun problème. C'était les vacances et c'était l'été, la charge était très faible. Et ça a été un des plus grands blackouts que l'histoire électrique belge certainement et européenne ait connu. Je le sais, j'étais de garde. Je m'en souviens encore. Et pour dire le vrai aussi, on a mis à peu près 6 mois pour vraiment analyser les causes de ce blackout. Bon. Ceci pour dire que considérer qu'on aura un risque de blackout ou qu'on ne l'aura pas, en fonction du nombre de mégawatts installés et en fonction de ce seul critère-là, est illusoire. Illusoire. On raconte d'ailleurs 3-4 histoires dans le bouquin où on montre que c'est plus compliqué et plus hasardeux que ça. Alors, gardez peut-être juste le micro, Jean-Pierre Ansel, qui est chez vous, puisque la question suivante, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus. Pourquoi un dogme autour de la subsidiation du renouvelable? On revient à la fin de l'intervention de Damien Ernst tout à l'heure. Un prix vérité interdit-il la subsidiation? Les citoyens veulent payer une énergie abordable et transparente, mais sont prêts à payer des impôts qui financeront une vraie politique énergétique. Oui, sur le subside pour le renouvelable, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Damien, bien entendu. Il faut aussi d'ailleurs rajouter sur cette problématique-là que l'argument qu'on entend toujours, en tout cas qu'on entend souvent et qu'on entend encore, même aujourd'hui, c'est oui, mais si on n'avait pas distribué des subsides terrifiants aux producteurs renouvelables, on ne l'aurait pas développé et on n'aurait pas innové en matière de technologie renouvelable. Alors, c'est radicalement faux. Hein. Je vous invite à regarder, je vous donne une référence, la manière dont des économistes français et américains, d'ailleurs, ont essayé de corréler le nombre de brevets déposés en matière d'innovation dans le renouvelable, solaire et éolien, avec différents paramètres. Quelle est la corrélation qui est quasiment parfaite? C'est avec les prix du pétrole, mais de loin supérieur à tous les autres paramètres. Autrement dit, quand le prix du pétrole monte, les développements et les installations renouvelables se multiplient très fortement. Quand le prix du pétrole
descend, c'est l'inverse. Rien à voir donc avec les subsides. Rien à voir du point de vue de l'innovation et du développement. Ce qui s'est passé en fait, c'est deux choses. C'est qu'en matière de renouvelable, on a attribué des subsides et en plus, on a donné une priorité d'accès à la production et à la fourniture à ce renouvelable en distordant ce qu'on appelle le dispatching économique. Alors, on raconte l'histoire parce qu'elle est drôle dans le bouquin. Vous prenez le problème de la politique agricole commune, telle qu'elle a été développée au niveau européen dans les années 60. Alors, vous prenez le problème des renouvelables, on a fait exactement les mêmes erreurs, on a persévéré dedans avec les mêmes résultats. Incidemment d'ailleurs, quand on chipote des données de marché, eh bien, quand moi j'étais étudiant pour parler de la montagne de beurre européenne, peut-être certains parmi vous le savent, et vous avez entendu comme moi les 3 derniers jours, il y a aujourd'hui une pénurie de beurre. Regardez cette analogie entre la politique agricole commune qui montre qu'on n'apprend pas toujours de ces erreurs. Alors peut-être passer directement le micro à la ministre, si vous voulez bien, Damien Ernst, pour répondre à la question de la libéralisation plus poussée du marché. C'était un peu le plaidoyer de Damien Ernst tout à l'heure. On a senti Jean-Pierre Enseigne aller un peu dans la même direction, et notamment sur la fin du subside renouvelable. Oui, sur la fin du subside renouvelable. Par contre, là-dessus, oui. C'est là-dessus que je voulais vous en parler. Je vais commencer par là. Donc, d'une manière générale, dans ma façon de réagir politiquement, et ce depuis très longtemps, j'estime que les subsides ne sont pas vraiment un bon service que l'on rend ni à ceux qui les paient, ni à une économie. Et que si nous nous sommes engagés dans une voie de libéralisation du marché de l'énergie, bien que l'électricité ne soit pas encore stockable, ce qui pose une difficulté que vous avez relevée tout à l'heure, il est clair que l'on doit essayer le plus possible de profiter du marché et d'obtenir que les prix diminuent grâce à ce marché. Et donc pour le faire, je veux vous dire que les prochains parcs éoliens que nous pourrions installer en mer du Nord, il est possible encore, d'après le gestionnaire de réseau de transport Elia, d'en installer au moins pour une puissance de 1400 MW, seront conclus au terme d'un marché public qui favorise la concurrence entre les opérateurs sur un territoire donné qui sera circonscrit par l'autorité en mer du Nord. Ça, c'est une première chose. Mais évidemment, l'autre problème, c'est, et on va aller très loin, donc je peux intellectuellement suivre complètement l'analyse qui est faite par Damien Ernst et dire, voilà, finalement, celui qui est responsable d'un portefeuille de clients, s'il ne fournit pas ses clients, eh bien, il y aura pénalité, c'est-à-dire que non seulement il va devoir payer une pénalité pour avoir produit un déséquilibre dans le système, mais ses clients seront coupés. Et donc, forcément, si vous entrez dans cette logique-là, vous allez assainir considérablement votre environnement et ne parviendront à s'en sortir que les entrepreneurs, qui sont capables d'assumer ces obligations de manière concrète. Le seul problème que j'ai, et ça c'est M. Enseigne qui l'amène, c'est qu'il y a toutes sortes de consommateurs. Et tous les consommateurs ne sont pas au même niveau pour jouer avec toutes ces choses complexes. Et donc, il faut toujours, un État doit toujours représenter l'ensemble de tous les citoyens et doit prévoir pour les consommateurs qui sont plus démunis, que ce soit financièrement ou technologiquement, des solutions. Et donc là, forcément, vous devrez introduire toujours un élément de régulation. Ça me semble impossible de faire autrement. Donc la logique libérale peut être poussée assez loin, en espérant pouvoir profiter de l'assainissement qu'elle créerait dans les marchés et en termes de prix de la commodité, et d'efficience et de développement des technologies pour une véritable transition énergétique avec les meilleurs, mais en même temps, il ne faut pas laisser certaines personnes dans le chemin. Oui, Damien, réponse à ça, d'autant plus que Jean-Pierre Enseigne avait signalé les risques de dualisation et de fin du service public universel dans son intervention. Est-ce que votre vision ne va pas conduire à ce que certains auront les dernières technologies et seront capables de jouer avec la numérisation, etc. D'autre part. Je m'en défends ça du service public parce que je suis trop vieux et je suis fonctionnaire. Donc il n'y a pas plus d'amoureux du service public et de l'État que moi, qui travaille aussi.
climat, vraiment pour l'IFA. Deuxièmement, c'est pas parce que vous avez une vision libérale du secteur de l'électricité que ça va conduire à une climatisation d'une population. Prenons l'exemple des subsides. On dépense des centaines de millions d'euros de subsides par an. Les gens normaux, en fait, bénéficiant socialement défavorisés, qu'est-ce qu'ils ont de ça? Ils n'ont rien de ça, ils n'ont pas de maison et ils bénéficient pas pour des panneaux photovoltaïques. Ils ne travaillent pas pour des grandes compagnies qui vivent finalement de la vente d'électricité renouvelable, de la production, ils n'ont rien. Et si on prenait cet argent-là, ces centaines de millions d'euros par an qu'on accorde à ce secteur-là, pour faire baisser, c'est pas juste pour développer les énergies renouvelables, c'est pour faire baisser notre empreinte CO2, c'est ça le revient. Et qu'on l'investissait dans l'efficacité énergétique des bâtiments publics. On a une énorme flotte de bâtiments publics. C'est un désastre. Vous pouvez mettre des milliards d'euros dans cette flotte-là pour la rénover énergétiquement. Tout le monde y gagnerait. Pas que vous dépensez, on diminuerait plus nos émissions de CO2. C'est bien connu que l'efficacité énergétique est beaucoup plus efficace. La variation de CO2 par euro dépensé pour l'efficacité énergétique, c'est bien plus efficace que dans le secteur de production d'électricité. On n'aurait plus de problème d'équité sociale parce que c'est l'État qui bénéficierait de cet investissement-là. C'est une charge de l'État qui diminuerait et pouvait mettre en œuvre des programmes sociaux. Donc voilà. D'accord. Le bon sens, En même temps, je viens d'afficher une question, enfin c'est plutôt une remarque d'un participant qui dit Damien joue au vilain. Blague à part, j'ai les moyens de subvenir à mes propres besoins énergétiques, mais quid de l'hôpital et de l'école et des enfants. Et l'école des enfants. C'est ce que je dis, investissons, à la place de donner des subsides aux secteurs de l'État, on investit dans les écoles. Vous avez des milliers d'écoles. Faisons de l'ensemble de ces bâtiments-là des bâtiments faciles. Et profitons-en aussi en même temps pour rénover la qualité de ces écoles-là. Faisons la même chose avec les hôpitaux. Donc les écoles, en redistribuant ces bâtiments subsides, on produit que ça bénéficie aux gens. Jean-Pierre Ancel. Mais c'est pour ça que voilà. Complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par la ministre et par Damien. Je crois d'ailleurs que, contrairement au libellé de la question ou de la remarque, Damien ne fait pas bien. Il s'est livré à un exercice intellectuel, on en parlait souvent, mais qu'est-ce qui se serait passé ou qu'est-ce qui se passait si on avait été au bout du paradigme néolibéral, pour l'appeler comme ça. Et c'est toujours intéressant, il l'a montré. Alors, quelques remarques là-dessus. Sur les économies d'énergie, pour le dire simplement. Évidemment que c'est la chose qu'il fallait faire et promotionner et privilégier dès le mois de septembre 74, après la première crise de l'énergie. On l'a fait. On ne le fait encore pas, si je puis dire, ou pas encore. Alors, c'est assez facile de critiquer ça, mais il faut analyser plus en détail. Alors, premier point, s'occuper, plaider, promotionner des économies d'énergie, c'est pas sexy. C'est moins sexy que d'autres politiques énergétiques supplémentaires, comme le renouvelable par exemple. Deuxième point, c'est pas simple du tout. Prenez par exemple l'échec qui a été le fameux Green Deal anglais. Le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement anglais à l'époque, avait consacré des milliards de livres à un éventuel, ce qu'ils espéraient être un très grand plan de rénovation des bâtiments à but énergétique, le Green Deal. Ça a été un relatif échec. Pourquoi? Alors, difficile à expliquer, en fait, personne ne l'a vraiment expliqué. C'est, oui, pour les nouvelles constructions, on voit maintenant les nouvelles énergies, mais pour les anciennes constructions, apparemment, les gens ne sont pas intéressés, voire sont rétifs à avoir changé leur habitat, on dit comme ça, presque leur intimité pendant 3 semaines ou un an, pour économiser l'énergie. Bref, c'est très compliqué, alors que c'est probablement, certainement même, la source d'économie d'énergie essentielle. Sur le paradigme libéral, Bertrand, j'en parle maintenant ou plus tard? Non, maintenant, parce qu'on arrive à la fin, si c'est plus tard, ça va être... Pourquoi les économies d'énergie ça n'a jamais été. C'était vraiment d'argent, mais il y a aussi le lobby des compagnies qui influencent en fait la politique de l'État. Il n'y a pas de compagnie vraiment très forte qui peut se créer pour l'efficacité énergétique. Parce que une fois que tu as résolu le problème d'efficacité, c'est plus élaborant. Et dans la production directe,
avez combien de fédérations de producteurs d'énergie renouvelable qui viennent vous trouver, et combien viennent vous trouver des fédérations de gens qui sont pour la sobriété, l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique? N'en était même pas vu. Alors, donc, tout d'abord, parfois, et je m'en suis rendu compte très vite en arrivant, je me trouve comme dans Tintin, dans une grosse marmite autour de laquelle tournent tous les lobbyistes. Et, comme je suis immangeable, je leur ai dit immédiatement, plus vous ferez pression, moins j'écouterai ce que vous me dites, et faites des procès, j'adore ça. Donc, ils ont bien compris que ça n'était pas... que je n'allais pas répondre à leur pression récurrente et persistante. Ça, c'est une première chose. On a essayé vraiment, dans tous les dossiers, d'avoir une attitude propre, l'attitude de l'État qui est là pour tous les citoyens. Deuxièmement... Mais vous en avez vu plus que d'autres, quoi. Non, non, absolument pas. Deuxièmement, je n'ai pas vu les gens qui parlaient, j'en ai vu certains quand même, parce qu'il y en a parfois qui se trompent et qui croient que c'est fédéral, mais je n'ai pas vu beaucoup de lobbies en matière d'efficacité énergétique. Peut-être qu'il y en a-t-il, pourquoi? Soit qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité, mais surtout, ce n'est pas dans mes compétences, c'est la compétence des régions. Et donc, forcément, la plupart du temps, ils savent très bien où aller frapper. Et donc, en l'espèce, moi, j'ai eu des lobbyistes qui étaient liés à mes compétences. On va repasser le micro à Jean-Pierre Ancel, qui était très impatient. Oui, simplement sur la fin, j'espère, je suis sûr que c'est pas le cas d'ailleurs, que Damien ne lisait pas lorsqu'il stigmatisait la compagnie que j'ai un temps inaugurée. Personne n'y a pensé. Personne n'y a pensé. Et je vous donne un exemple, vous en avez beaucoup, qui se trouve pas très loin d'ici d'ailleurs. Quand j'étais responsable de la division namuroise de cette honorable compagnie, j'ai été amené à m'intéresser parce qu'on m'a demandé à la consommation énergétique de l'école technique Henri Mauss. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît Namur. Henri Mauss, à Namur, près du chemin de fer, qui est un immense bâtiment, précédemment militaire d'ailleurs, et reconverti pour l'enseignement scolaire. L'école Henri Mauss est une monstruosité énergétique. Et je ne peux pas dire autrement. Et là, je suis... Parce que vous n'avez pas vu ma vie, effectivement. Oui, on va le détruire. Et je suis là en 86. J'ai tout fait, mes adjoints ont tout fait, nos équipes ont tout fait pour essayer de changer les choses. Il n'y a pas eu de moyens financiers pour le faire de la part des publics. On a beaucoup presté à plusieurs, en plus le soir gratuitement, parce qu'on trouvait que c'était un vrai challenge. Ben, à l'heure où on parle, l'école Henri Mauss c'est toujours dans le même état. Alors, gardez peut-être le micro, simplement, parce qu'il va nous falloir conclure. Et j'aimerais conclure sur cette dernière question, mais me promettre d'essayer de faire une réponse courte, en moins d'une minute chacun. On est dans une UNIF ici, cuite de l'innovation et de la recherche. Si vous aviez 1 milliard d'euros à investir dans la recherche et l'innovation énergétique, qu'en feriez-vous? Damien Ernst. Jean-Pierre Ancel, parce que vous avez le micro. Universitaire, il va certainement une idée plus brillante que la mienne, en tout cas plus spontanée que la mienne. Mais vous avez arpenté les couleurs de l'université aussi. Vous avez certainement une bonne idée. Si vous aviez 1 milliard d'euros à investir, Jean-Pierre Ancel, dans quoi est-ce que vous voulez? En recherche et innovation. Oui. Stockage et batterie. Alors, je voudrais faire une petite nuance, un petit complément. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité et la difficulté de l'électricité? C'est la terrifiante variation de sa demande. C'est ça. Et tout simplement parce que, je sais, elle n'est pas stockable. Donc, et ce qui fait aussi le fait qu'elle coûte cher. Donc, si on parvenait à réduire cette variation de la demande, elle coûterait moins cher, elle serait quasi virtuellement stockable, si je puis dire, par les batteries, par exemple. Changement de paradigme. Ou alors, le changement de paradigme total, c'est la pile à combustible. Et donc, dans mon milliard, Bertrand, je répartirais sur une idée dans laquelle je m'interrogerais en prenant un whisky dedans, quelle part sur les batteries, quelle part sur les piles à combustible. D'accord, merci pour cette réponse. Damien, réponse et ce sera votre conclusion aussi. Oui, c'est bon, je suis jamais un défaut à Jean-Pierre Ancel. Parce que 1 milliard, il y a 1 milliard dans les batteries ici maintenant pour développer un tissu industriel local qui fait parce qu'1 milliard ne représente plus rien dans le domaine des batteries. Quand vous regardez les budgets. Je n'ai pas dit pour développer un tissu industriel local, j'ai dit en soi. Oui, en soi, mais de la recherche, si vous faites de la recherche, à un moment donné, c'est ça l'utilisation du fonds de recherche pour conduire à des
libéralisation. 1 milliard, c'est pas le montant d'1 milliard pour l'achat de stockage ne représente plus rien. C'est peanuts. Et vous ne construisez pas, même avec 1 milliard dans les tissus industriels actifs dans ce domaine, renvoi de l'Ukraine, c'est d'accord avec moi. Honnêtement, je mesure mal ce que peut faire un lien là-dedans, mais c'est vrai que l'enjeu est de telle taille que c'est sur le problème. Moi, en fait, c'est sur la couche informatique que je dirais, entre les petites charges électriques, les batteries, l'Inside Management, les réseaux, avec 1 milliard, plus d'1 milliard sur la table, je vous fais un champion belge, le Google de l'énergie. Là, il y a pris montre économique avec ça. 1 milliard, c'est ce qu'il faut. Bon, je ne sais pas si on va donner un milliard. Allez, la ministre. Bien. Alors, tout d'abord, en négociant avec un grand producteur d'énergie, M. Hansen, récemment, notamment pour la révision de la fiscalité qui allait lui être lourdement appliquée, et aussi pour lui permettre de prolonger 2 réacteurs pendant 10 ans jusqu'en 2025. Nous avons négocié une contrepartie de 20 millions d'euros par an, ce qui fera, malheureusement pour moi, seulement 200 millions au terme des 10 années qui s'écoulent entre cette négociation et la sortie du nucléaire. Et avec ces 200 millions chaque année, donc 20 millions chaque année plus exactement, nous avons un fonds de transition énergétique qui veut valoriser la recherche et le développement dans la production innovante d'énergie et dans le stockage. Donc votre réponse, je l'entends avec plaisir, et il n'est pas dit qu'au fur et à mesure de l'évolution de cet arrêté royal, qui est une première pour utiliser des fonds d'énergie traditionnelle vers les énergies du futur, nous ne fassions pas la part belle à d'autres possibilités en recherche et développement. Naturellement, 200 millions, c'est pas 1 milliard. Donc, avis aux grands donateurs, l'État belge de soutenir la recherche et le développement, et ce sera le mot de la fin. Tous les étudiants qui se trouvent ici y trouveraient un motif d'intérêt et en tout cas de joie pour leur avenir. C'est pour ce que je leur souhaite. Ça, c'est le mot de la fin pour vous, peut-être le mot de la fin pour la salle. Voilà un petit message personnel. Hein. Ce soir, Oktoberfest au CI des 21h. Voilà, je vous laisse découvrir le reste. Merci à tous pour vos questions d'excellente qualité. Et merci